Christine, toi, tu étais à la manifestation, à la contre-manifestation, donc à Munich, là où tu habites. Et, et du coup, pourquoi aujourd'hui tu avais envie de nous parler de cet événement? Voilà, donc tu dis contre-manifestation, il faut préciser, ça s'est passé le samedi 18 février. Et c'est une tradition, j'y vais un petit peu chaque année sans réfléchir, j'exagère, mais il y a la conférence sur la sécurité de Munich, dont on parle dans tous les journaux, qui rassemble les grands chefs d'État, tous les importants du monde. Et il y a traditionnellement une contre-conférence qui s'appelle une conférence sur la paix, conférence sur la sécurité officielle, conférence sur la paix en opposition, avec une manifestation le samedi. Et je vais donc régulièrement à cette manifestation pour la paix. J'ai toujours manifesté pour la paix. Dans mon enfance, on manifestait contre les armes nucléaires. Voilà, ça a continué. Donc, cette année, il s'est passé quelque chose qui m'a interpellée. Le 18 février, c'était très proche du triste anniversaire de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et il y avait donc sur le parcours de la manif pour la paix, il y avait un rassemblement en soutien aux Ukrainiens. Et quand on est passé à côté, il y a vraiment eu un conflit avec quelques policiers bien sûr, ça n'est pas venu au coup, mais il y avait ce conflit. Et les soutiens aux Ukrainiens étaient très remontés contre nous et notre manifestation. Et ça m'a vraiment interpellée. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, de géopolitique, même d'histoire, mais j'ai voulu approfondir un petit peu pour expliquer un peu quelle est cette situation. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé là, SICO? Du coup, c'est quoi cette conférence sur la sécurité? Alors voilà, SICO, c'est pour Sicherheitskonferenz, conférence sur la sécurité. Et c'est une conférence qui a commencé en 1963, la première rencontre. Son fondateur est un personnage vraiment intéressant. Ewald Heinrich von Kleist, et en fait, il a un nom nettement plus long. Il vient d'une famille de nobles de Poméranie, de fortes traditions militaires. Son père était militaire, son grand-père. Et il était militaire. Il était engagé dans la Wehrmacht comme son père sous Hitler, mais il s'est engagé contre les hitlériens. Il a participé, il était volontaire pour faire un attentat suicide contre Hitler, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un contretemps. Et au moment lors de la tentative d'assassinat du 20 juillet 1944, il faisait partie des conjurés. Il a procédé à l'arrestation de certains officiers tant qu'il croyait que l'attentat avait réussi. Et donc, il a eu évidemment des problèmes, il a été interrogé, il a été déporté à Ravensbrück, mais il a toujours tout nié, il a réussi à faire croire qu'il s'était trouvé là par hasard et que, bon, il n'était pas vraiment engagé Par contre, son père, lui, n'a pas eu cette chance, son père a été condamné à mort et exécuté. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui a un brevet d'antinazisme, et j'ajoute qu'après la guerre, son action en tant que militaire de la Wehrmacht a été passée au peigne fin et qu'il a été lavé de tout soupçon d'avoir commis des crimes de guerre. Voilà, donc ça c'est la personne qui a fondé cette conférence. Dès après la guerre, il s'était en fait engagé pour essayer de réintégrer l'Allemagne dans l'armée à un niveau européen, de relancer l'armement en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne était désarmée et ne devait pas avoir d'armée. La France s'y est opposée en 1954. Il a aussi cofondé une société pour la défense. C'était le nom au début de cette conférence pour la sécurité. Au départ, c'était conférence sur le savoir de la défense, on pourrait dire. Et cette société, elle, fondée en 1952,
elle a été fondée avec un très fort appui de la CIA. On a les archives qui le montrent, et la CIA l'a financée à la hauteur de 200 000 et quelques marques. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est engagé contre le nazisme, mais pour le militaire, et très clairement dans un contexte de guerre froide, du côté occidental, du côté de l'OTAN. Et dès le début, cette conférence pour la sécurité a été très clairement associée à l'OTAN et au monde occidental. Et après, donc ça s'est déroulé chaque année. Après la chute de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne, cette conférence sur la sécurité a essayé de s'ouvrir un peu, de s'actualiser à la société civile, on pourrait presque dire, aux associations. Ça n'a pas été un grand succès. En fait, on le verra en 2005, la SICO a adopté comme devise la paix par le dialogue. Ça reste quand même essentiellement un vœu pieux, et il y a peu d'associations pour la paix qui s'engagent dans ces discussions par peur de servir de caution et de ne pas être réellement entendus. Donc, on a une entreprise de discussion en théorie louable, mais quand même assez problématique. Et du coup, actuellement, dans la situation actuelle, quelles sont les grosses critiques qui sont envoyées à cette conférence sur la sécurité? Déjà, par son départ même, cette conférence n'a pas de légitimité démocratique en soi. C'est une sorte de club, hein. Comme Davos, et il y a le contre-sommet de Davos. C'est un peu la même chose, sauf qu'à la place de dirigeants, de chefs d'entreprise, on a des militaires. Mais c'est donc une espèce d'entre-soi, de club. Et on trouve parmi les partenaires, on trouve quand même des organisations, des institutions qui sont, à mon avis, quand même problématiques. On a le Conseil de l'Atlantique, la Fondation Bill Gates, la représentation de toute l'industrie allemande, le BMW, tout ça. On a des partenaires qui sont très un peu orienté quand même. Hein. Et si on regarde les principaux sponsors, c'est encore plus inquiétant. On trouve Google, Amazon, on trouve Bill Gates par son entreprise Breakthrough Energy, on trouve Goldman Sachs, Bayer. Ce qui me pose peut-être le plus de problèmes, c'est Palantir, cette entreprise de recueil et de traitement de données très liée à l'armée américaine, dont on apprend que pour la première fois, elle a réalisé des bénéfices importants grâce justement à cette guerre en Ukraine. Cette entreprise Palantir se retrouve parmi les sponsors principaux de cette rencontre. Et pour moi, c'est assez problématique. Et si on regarde parmi les autres sponsors, là, on trouve carrément l'industrie de l'armement aussi, comme Airbus, Lockheed Martin, Rheinmetall. Donc, on a quand même des intérêts qui peuvent peut-être promouvoir la sécurité. Par contre, pour ce qui est de la paix, la question se pose. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est aussi un grand exportateur d'armes. Bon, il y a les USA, la Russie, la France, mais l'Allemagne aussi, l'Italie. Ça implique de très grosses sommes, et donc des sommes en plus des questions géostratégiques, des questions de pouvoir. Donc la question se pose des intérêts qui sont défendus dans une telle rencontre. Hein. Et puis,
je dirais en plus que cette belle devise, la paix par le dialogue, elle ne se confirme pas vraiment dans les faits. Bon, ça ne dépend pas forcément d'eux. Pour avoir un dialogue, il faut quand même un minimum de bonne volonté des côtés. Mais justement, en février, Pierre Aski rappelait dans sa chronique de géopolitique sur France Inter que dès 2007, Poutine avait en quelque sorte annoncé la guerre à venir en Ukraine. Poutine avait dit clairement quelles étaient les lignes rouges pour lui, les choses, mais il n'a pas été écouté, on ne l'a pas pris au sérieux. Bon, c'est difficile, mais en tout cas, ça montre que cette ambition de la paix par le dialogue, on en est encore assez loin dans cette Sicherheitskonferenz. Et du coup, c'est par rapport à toutes ces questions que c'est créé, donc c'est contre-sommets, disons, c'est en réaction à tout ce que tu racontes. Exactement. Donc, ça a démarré au début des années 2000. J'ai retrouvé dans leurs archives, à partir de 2005, les archives donc des rencontres qu'ils ont faites. Donc, un contre-sommet, exactement, comme tu dis. Et donc, dans un discours inaugural de professeur Dur, on entend, il disait par exemple, il dit « La paix par le dialogue est le nouveau sous-titre de la conférence sur la sécurité. Est-ce que ça signifie que nous assistons à un début de changement de mentalité? J'ai un sentiment très partagé à ce sujet. » Nous devons nous asseoir ensemble et changer nos points de vue. Alors là, il parlait à l'époque des différends sur l'Iran et l'Irak. Mais, il continue, il dit « Je ne sais pas si le mot dialogue est vraiment approprié à cet endroit, car il ne s'agit pas d'un dialogue lorsque des personnes qui pensent en fait de la même manière sont réunies. Ils ont la même orientation que leurs interlocuteurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt une fois de plus que l'on a volé et diffamé un terme central du mouvement pour la paix et qu'on l'a utilisé pour induire en erreur et tromper ?» Voilà, donc lui, il craint vraiment la récupération de cette devise du mouvement pour la paix par le dialogue, et il est assez sceptique. Donc la conférence pour la paix s'est fixé plusieurs objectifs. C'est une coalition de plusieurs associations qui vont dans cette direction. L'un des principaux objectifs qu'on trouve sur leur site est d'initier des processus de réflexion qui inspirent une culture de la paix. Donc sortir de cette culture militariste très forte dans la SICO. Et l'appréciation de la conférence sur la paix sur la Sicherheitskonferenz, c'est que cette conférence a été fondée à une époque où la politique de sécurité, dite de sécurité, se caractérisait par une position frontale claire contre les États socialistes. Oui, guerre froide, crise des missiles de Cuba. La dissuasion, la force militaire, l'armement contre l'adversaire étaient les concepts centraux de la politique de puissance militaire. Après la fin de la guerre froide, les pays industrialisés occidentaux, donc principalement les pays de l'OTAN, ont pour priorité l'accès aux ressources mondiales et la sécurisation des voies commerciales et des débouchés, y compris par des moyens militaires. La conférence de Munich sur la sécurité joue un rôle important dans la concertation. Sa conception de la sécurité est axée sur la domination et le maintien du pouvoir. La menace d'un réarmement pendant la guerre froide s'est transformée en intervention militaire effective dans des régions stratégiquement importantes, par exemple en Irak et en Afghanistan. Celles-ci ont été déclarées zones de crise à grand renfort de propagande, menaçant notre sécurité et justifiant ainsi des interventions militaires. Cette politique militaire n'est pas couverte par la Charte des Nations Unies, elle coûte la vie à d'innombrables personnes dans les zones de guerre, provoque l'appauvrissement et la radicalisation et engloutit des moyens énormes. Ces moyens manquent pour la gestion civile des conflits et des crises et pour des stratégies contre les catastrophes provoquées par l'homme. Et oui, le changement climatique. Ok, d'accord. Voilà donc ce qu'on peut lire sur le site de cette coalition.
Et du coup, si on revient aujourd'hui à la manif où tu as participé, et puis il n'y a pas qu'une manif, donc, apparemment. Donc, quel était un peu l'état d'esprit général et l'ambiance? Alors, l'état d'esprit, il y avait beaucoup des habitués de la manif. Il y avait des jeunes aussi qui étaient principalement soucieux du climat, parce que tant qu'on donne des moyens à la guerre, eh bien on ne s'occupe pas, on néglige la question climatique. On l'a vu avec la crise de l'énergie, le gaz liquide liquéfié qu'on utilise, on recule au niveau de la lutte contre le climat. Donc là, je voulais simplement vous dire ce que j'ai pu lire sur les pancartes dans cette manifestation. Je ne sais pas si tu peux en montrer quelques-unes. Donc, la C'est déjà à revendication... l'écran, un peu. Ah, super. La revendication principale, c'était donc demander un armistice général, des négociations maintenant, bas les armes, désescalade maintenant. La devise de la manif, donc négocier au lieu de tirer au fusil, ça demande d'être prêt à faire des compromis de tous les côtés. Il y avait la demande de financer la protection contre le dérèglement climatique au lieu de l'armement. Aussi, l'idée que si on veut la paix, il faut être le premier à tendre la main. Et beaucoup d'inquiétudes devant le risque de guerre mondiale nucléaire. Donc, une affiche des négociations de paix maintenant au lieu de l'escalade vers une troisième guerre mondiale atomique. On ne peut pas vaincre militairement, ruiner ou acculer une puissance nucléaire. L'essayer, c'est aller à la guerre nucléaire. Donc, c'est cette inquiétude qui me paraît quand même très fondée. Alors, au rassemblement, quand on est passé devant le rassemblement en soutien à l'Ukraine, là, j'ai pu lire sur des pancartes, bon, déjà la demande armée d'Ukraine, de l'aide pour l'Ukraine. L'armée ukrainienne n'a pas besoin de paix, elle a besoin d'armes lourdes. Aussi, on ne négocie pas avec des terroristes et des assassins. La demande que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et aussi cette critique pour nous, le pacifisme est un privilège, et une pancarte que j'ai pas bien pu lire, mais où on était traité de Lumpenpazifisten, de pacifiste de pacotille, quoi. Voilà. J'imagine l'ambiance, hein. C'était un peu tendu à ce passage, mais je trouve que c'est important. Ça m'a interpellée parce que il faut voir que ce sont des familles, des femmes peut-être dont le mari est resté là-bas, se bat, des familles qui ont vécu des grands traumatismes en partie, qui ont des proches donc qui sont restés là-bas, et l'idée d'une défaite militaire devant des gens qui ont commis des crimes de guerre, de devoir faire des concessions, de devoir même simplement discuter avec ses ennemis, leur est insupportable. Et c'est vraiment quelque chose de compréhensible. C'est pas à balayer d'un revers de la main. Mais euh, quand les manifestants pour la paix qui dénoncent l'escalade actuelle, qui dénoncent le risque d'une dérive incontrôlable et de tomber dans une guerre nucléaire ou dans l'accident nucléaire, on a quand même cette centrale au milieu du champ de bataille, euh, ils ont aussi raison. Et quand ils dénoncent les sommes qui sont dépensées pour les budgets militaires, alors qu'on en aurait besoin pour lutter contre le dérèglement climatique, pour les budgets sociaux, toutes ces sommes-là, elles manquent. Et là aussi, ils ont raison. De plus, on sait que on ne peut pas continuer à fournir à l'Ukraine toutes les munitions dont elle a besoin. On va arriver à un moment où on va soit tomber dans la guerre totale nucléaire, la catastrophe, soit arriver au bout des armements qu'on peut livrer. Est-ce que toutes ces morts qui s'accumulent entre-temps, est-ce qu'on pourrait les éviter? Et ça, c'est la grande question. C'est une question qui divise
complètement la société allemande, qui divise aussi la société française d'ailleurs. La question d'ailleurs de la participation ou non à l'OTAN, c'est une question qui divise la NUPES, qui ne peut pas être résolue comme ça. On a besoin d'un débat de société approfondi. Or là, on a donc les grands de ce monde, si je peux dire, qui se rencontrent dans cet hôtel de luxe à la Sicherheitskonferenz, à la SIKO. Moi, j'ai la quasi-certitude qu'ils sont très très loin d'avoir fait tout leur possible pour éviter la guerre ou pour revenir à la paix une fois la guerre déclenchée. Et ça, ils en portent la responsabilité. Je me demande quel est le rôle des lobbies de l'armement dans les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises à ce niveau-là. Et j'estime que ce sujet, c'est un sujet de société extrêmement grave, fondamental, et on ne peut pas simplement le laisser entre la main de spécialistes, d'intervenants finalement cooptés. Certains des intervenants dans cette SIKO sont très loin d'être des modèles de démocratie. Et c'est normal d'un certain côté, on veut discuter avec tout le monde, mais on a besoin d'un débat au niveau de la société. Et c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça que je considère que c'est important, malgré tout, de continuer à manifester pour la paix, sans être dans un bisounours naïf, mais ce sont des choses dont la société doit discuter et sur lesquelles on doit arriver à une position qui ne mécontente pas trop ni un côté ni l'autre. On a vraiment besoin de retrouver de la raison dans cette crise dont j'ai peur qu'elle ne finisse pas et que ce ne soit pas la dernière. Donc on a intérêt à trouver une façon de s'en sortir par le haut. Ben, espérons que tu sois prémonitoire, Christine. J'espère. C'est un sujet vraiment épineux. Mais... Ouais, ça c'est le moins. Et puis très émotionnel, non? Pour beaucoup de monde, on sent beaucoup des. Bien sûr. On vient entre les vaccins, le Covid et la guerre maintenant et tout ça. Tout à fait, oui. On est tous à fleur de peau. Exactement, c'est vrai aussi. Eh oui. Bon. En tout cas, mille merci Christine pour tous ces éclaircissements aussi, pour y avoir été, avoir fait les photos.